avec Fanny, ça match directement. En plus, on a un peu les mêmes centres d'intérêt, football, manga. Et en plus de ça, humainement, Fanny, c'est une personne en or, tu vois. On s'entend très très bien. Et donc, j'ai le souvenir que des fois, on fait du coaching et que à 22h, il y a un match du PSG, je la charrie un peu parce que c'est une grosse fan du PSG. Et Dieu sait qu'ils n'ont pas eu une saison facile l'année dernière. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tademi Talks. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jawad Hussein. Jawad, la grande forme? La forme, Sofiane. Et toi, ça va? Ça va, je suis hyper content que tu sois avec moi dans ce podcast aujourd'hui. Jawad, tu as 25 ans. Tu es capellois, originaire de la Grande Capelle, ou de plutôt Capelle-la-Grande, dans la banlieue de Dunkerque. Tu es l'aîné d'une fratrie de 5 enfants, d'un papa immigré arrivé en France à l'âge de 11 ans, d'une maman qui a globalement toujours été mère au foyer, des parents qui ont fait de leur mieux pour vous élever dans les meilleures conditions. Après un collège en sport-études, où malgré ton amour pour le foot, tu as vite compris qu'en faire ton métier, ça serait compliqué, tu as tout misé sur les études, jusqu'à ton bac scientifique, l'école de commerce, l'aventure Tademi, tout ce qu'on va évoquer avec toi plus en détail dans cet épisode. Jawad, bienvenue dans Tademi Talks. Merci Sofiane, un plaisir d'être là. Bon Jawad, je suis hyper content qu'on ait l'occasion d'échanger, on a pas mal de choses à évoquer ensemble. Tu fais toujours partie de cette aventure Tademi, mais tu as aussi un parcours hyper inspirant que j'ai hâte qu'on raconte à nos auditeurs. Avant de commencer, là je viens de retracer un petit peu ton parcours, mais est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus d'éléments de contexte, qu'on comprenne bien vraiment d'où tu viens et ce qui t'a amené jusque là où tu en es aujourd'hui? Ouais, pas de souci. Donc, comme tu l'as dit, je suis capellois, donc une petite périurbaine à côté de Dunkerque. C'est là où j'ai fait ma scolarité, où j'ai grandi. Je viens d'une famille plutôt modeste, comme tu l'as dit, d'un père qui est arrivé à 11 ans en France, qui vient d'un petit village qui s'appelle Tanoumrit, dans le sud du Maroc. Et donc, une mère qui, elle, a grandi en France et qui donc était mère au foyer. Et donc, un père qui était soudeur et une mère au foyer qui nous ont toujours tout donné, en fait, pour faire les plus longues études possibles, tu vois. Et donc, ils nous ont donné à moi et mes 4 frères tout l'équipement possible pour aller à l'aventure de ces grandes études. Sauf que moi, j'étais un peu le premier de lignée. J'avais juste un objectif qui était donné par mes parents, un peu comme Céline qui était venue chez Tademi. Elle disait qu'elle avait des objectifs par défaut, des métiers par défaut. C'était plus avocat ou médecine, si je me trompe pas. Ouais. De son côté, elle venait d'un côté un peu plus bourgeois. Et en fait, même moi qui viens d'une famille plutôt modeste, on avait quand même ces métiers par défaut. Donc c'était soit ingénieur ou médecin. Ouais. Et donc, je suis parti un peu en éclaireur, tu vois. Comment je peux devenir ingénieur ou médecin et obtenir ces métiers qui sont synonymes de réussite pour ma famille. Donc Céline, coach Tademi, qui est passée par Tademi Talks. On a eu un épisode ensemble qui parlait justement des métiers que ses parents souhaitaient qu'elle fasse. Toi, tu as eu aussi ces métiers un peu qui ont été l'objectif un peu de tes parents. D'où le choix de ton bac scientifique, en fait, pour te diriger vers ce métier. Sauf qu'en fait, tu sais pas vraiment vers quoi te diriger à l'issue de tes études supérieures. Et là, tu as un prof d'anglais qui t'a parlé chinois, en quelque sorte. Puisque ça a été un game changer dans ton parcours scolaire. Est-ce que tu peux nous raconter? Ouais, en fait, c'est ça. C'est que donc, moi, j'ai toujours cet objectif, soit devenir ingénieur, soit devenir médecin. Donc, je fais un bac scientifique, un peu par mimétisme, parce que tu vois que le bac scientifique, c'est le truc qui marchait le plus à l'époque. Et je suis un jour en cours d'anglais, et en fait, le prof nous parle de son frère, qui a 28 ans, et qui travaille à Shanghai. Et en fait, mon cerveau, tout de suite, se dit, attends, 28 ans, travailler à Shanghai, c'est synonyme de réussite. Je lève mon doigt et je dis, qu'est-ce qu'il a fait comme étude votre frère? Et il nous parle de la classe préparatoire. Et donc moi, je connaissais pas du tout la classe préparatoire. Donc lui, quand il me parle de la classe prépa et que je vois donc le métier de son frère qui est à l'étranger et tout, je me dis ok, je vais un peu m'intéresser à ça. Je rentre le soir même, je vais regarder sur YouTube un reportage sur la classe préparatoire et tout. Et en fait, il y a beaucoup de mots qui me parlent. C'est challengeant. Je me rappelle d'une phrase, la voie royale vers la réussite, et des trucs comme ça.
Et je me rappelle, en recherche associée, il y avait des personnes qui sont passées par la classe prépa et qui avaient réussi, comme François Hollande et tout. Et tu vois, il y a une corrélation entre les personnes qui ont réussi et la classe prépa. Et en plus de ça, j'avais une classe prépa à 10 minutes de chez moi. Et comme je suis un peu chauvin, Dunkerquois et tout, je me suis dit, ok, c'est le bon compromis, je vais rester sur Dunkerque et en plus de ça, faire 2 ans de classe prépa. Et donc voilà. Et je pars dans une classe prépa économique alors que j'ai un bac S. Et donc, normalement, il fallait un bac ES pour faire ça. Et c'est ça, exactement. Et en fait, le truc, c'est que quand je postule à la classe prépa option économique, il y a le directeur de mon lycée qui m'appelle. Il me dit, le problème, c'est que tu as un bac S. Tu peux pas, mais il dit exceptionnellement, ce qu'on te propose à toi et ton ami, qui est Mohamed Memoun, qui justement, lui, avait fait le même parcours que moi. Il a dit, on vous accepte en classe prépa éco, mais en fin de première année de prépa, vous passez le bac ES en candidat libre. Et je me suis dit, bon, bah ok, au pire des cas, j'ai 2 bacs, tu vois. Et donc, t'as passé un bac en candidat libre. J'ai passé le bac ES en candidat libre après ma première année de prépa, et je l'ai eu avec mention bien. Et bon, en fait, en réalité, quand tu fais une première année de classe prépa, t'es même pas obligé de réviser le bac ES, tu vois. Oui, parce qu'on te conditionne à connaître tout ce qu'il faut. C'est marrant, parce que là où il y a des personnes... Bon, ça dépend des contextes, mais qui n'ont pas toujours le bac, qui n'ont pas forcément le courage de le passer en candidat libre par la suite, etc. Toi, t'as carrément passé 2 bacs, tu t'es dit, voilà. En fait, c'était surtout pour pas quitter l'endroit d'où tu venais. Exactement, en fait, c'était pour rester à côté de chez moi, ma famille, etc. et tout. Et en plus de ça, je me suis dit, bon, avoir 2 bacs, ça va me permettre de me démarquer un peu sur le marché du travail, tu vois. Mais en fait, c'est intéressant, parce que déjà, à ce moment-là de ton parcours, tu sais que... t'es prêt à faire des sortes de sacrifices ou t'es prêt à faire ce qu'il faut faire pour obtenir ce que tu veux. Donc là, le prérequis, c'était de pas partir trop loin. Ouais, c'est ça. Donc t'as passé un bac en candidat libre. Exactement. Et ce qui est aussi rigolo, finalement, c'est que t'as eu du mal à quitter un peu ton terreau familial, là d'où tu venais. Et c'est finalement assez loin que ta carrière s'est lancée. On va en parler tout à l'heure. Mais ça aussi, du coup, ça c'est intéressant. Donc, classe préparatoire, là, tu passes ces années-là où t'es assez challengé, tu sors de ta zone de confort, etc. Et puis, t'es amené à vivre une expérience en classe préparatoire, expérience que j'ai moi-même aussi vécue à l'époque, parce que j'ai fait une classe prépa, donc ça m'a rappelé de beaux souvenirs quand tu m'en as parlé. Ça s'appelle Simonu. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ouais, Simonu, donc en fait, c'est un concours qui rassemble donc des binômes pour toutes les classes préparatoires aux grandes écoles en France. Donc chaque classe préparatoire envoie un binôme pour donc une simulation de négociation politique, donc qui était organisée par une école de commerce. À l'époque, c'était Grenoble. Et donc moi et mon ami et camarade de classe Mohamed Memoun, on représentait le Luxembourg. Okay. Et donc en fait l'enjeu ici c'est faire montrer ses talents de négociateur et donc défendre une idée. Ici c'était, si je me rappelle bien, c'était donc les ressources spatiales. Donc en fait nous en tant qu'État du Luxembourg, comment on pouvait avoir un impact sur les ressources spatiales et tout, tu vois. Ok, donc c'est un peu une simulation de l'ONU, c'est pour ça que ça s'appelle Simonu. Et donc toi en fait cette expérience-là, elle t'a permis déjà de mettre un pied pour la première fois dans une école de commerce, parce que je sais pas si c'était comme pour moi, mais moi, j'avais jamais encore vu d'école de commerce quand j'étais allé faire cette expérience à Grenoble. Déjà, découvrir les locaux, tout ça, c'était incroyable. Et aussi de prendre goût à la négociation, au fait de s'exprimer. Finalement, tout ce qui va être aussi éloquence, ça a peut-être influencé aussi la suite de ton parcours, tu vas nous le dire tout à l'heure. Est-ce que tu dirais que ça a eu un rôle à jouer? Ouais, bien sûr. Bah là, c'est ici que... C'est à partir de ce moment-là que j'ai eu le déclic, tu vois. M'exprimer devant des personnes, tenter de les convaincre, tenter de les intriguer, tenter également de se démarquer de par la forme de ton discours et tout. Ouais. Et ça t'a plu? Ça m'a plu, je me suis éclaté, tu vois. Et donc je me suis dit, ok, pourquoi pas envisager plus tard un métier qui se rapproche de ce contexte de négociation, de vente, etc. Okay. Et donc on finit par gagner le concours, le prix du jury avec... Ah, super. Ouais, donc on finit par le gagner. Et donc au retour, je me dis, ok, pourquoi pas me lancer dans ça, tu vois. Ok, trop cool. Et donc là, tu termines ta prépa, tu passes tes concours, tu obtiens une école de commerce, Montpellier Business School.
la meilleure école de commerce de France. Ceci n'est pas du tout... Du monde. Du monde. Ceci n'est pas du tout un avis biaisé, ni chauvin, ni quoi que ce soit. Quoique peut-être un petit peu. Mais je crois savoir que c'était pas forcément l'école que tu visais, l'école dont tu rêvais. Raconte-nous ça. Ouais, bah en fait, le truc, c'est que tu fais 2 années de classe prépa. Et tu vois, quand t'es en classe prépa, t'es un peu conditionné à te dire, ok, je suis en classe prépa, je dois avoir une école du top 5, top 3. Moi, je passe mes concours pendant l'année du Covid. Donc, c'est des conditions un peu assez spéciales, tu vois. Finalement, j'ai MBS. Un peu déçu au début, parce que finalement, moi, je voulais une école du top 5. Ouais. Et finalement, avec du recul, honnêtement... si même tu me proposes une école du top 5, je choisis MBS. Avec aujourd'hui les rencontres que j'ai faites à MBS, les amis que je me suis fait, un de mes meilleurs potes aujourd'hui, Lucas Hilzendegger, qui est un de mes meilleurs potes, je l'ai rencontré là-bas, et même de par aussi les expériences professionnelles, les opportunités que j'ai eues, tu vois, devenir président. Justement, on va en parler. Il y a eu plusieurs moments forts dans ton expérience à MBS. Évidemment, il y a le réseau. On va en parler, le réseau des alumni. Là, ce qui est top, c'est que, bon, moi-même, je suis un alumni MBS. Tu évoqueras justement notre rencontre tout à l'heure. On tourne actuellement ce podcast chez Marine, à qui on fait un grand coucou. Marine et Johan du studio Moya, aussi diplômés de MBS, aussi alumni MBS. Donc déjà, il y a cet aspect réseau. On va revenir dessus. Mais un des premiers moments forts, c'est le fait d'être président d'une asso, et pas n'importe quel asso, l'asso d'éloquence. Est-ce que tu peux nous raconter ? Ouais, donc durant ma PGE1, donc ma première année après mes 2 années de prépa, je deviens président de l'asso d'éloquence, un peu par hasard. Tu vois, je t'avoue que moi, l'éloquence, c'est pas forcément un truc qui... Je crois que la première fois que j'ai employé le mot éloquence, peut-être c'était quand j'ai dit à mes parents que j'étais président de l'association d'éloquence, tu vois. Et donc en fait j'ai toujours été un garçon qui m'intéresse un peu à tout et tout. Et donc quand je suis arrivé à MBS, je me suis un peu intéressé aux assos qu'il y avait. Et je voulais vraiment m'inscrire dans une asso, ou du moins gérer une asso. Parce que je pensais que gérer une asso, c'est ça qui vraiment allait me démarquer quand j'allais postuler pour mes premiers stages. Ben en fait ça revient souvent dans ce que tu dis, même dans le début de cet échange. T'as très tôt pensé à comment te démarquer, en fait. C'est ça, ouais. D'où ça t'est venu, en fait, ce truc de chercher à te démarquer ? En fait, c'est que je pense qu'aujourd'hui, il y a une démocratisation des masters. C'est de plus en plus facile d'avoir des masters, tu vois. Et donc, quand tu postules pour un premier stage, pour un premier job, aujourd'hui, une RH, quand elle va recevoir 100 CV, sur 100 CV, il y en a peut-être 90 qui vont se ressembler. Et aujourd'hui, comment aujourd'hui la RH ou le RH c'est qui est le meilleur candidat, tu vois. Ouais, finalement, c'est le CV qui va intriguer. Et le mec qui aura 2 bacs ou qui aura été président d'une asso dans une école de commerce. Et du coup, le truc dès le début, c'est je vais essayer d'intriguer la RH, le RH. Mais c'est marrant parce que moi, je m'étais dit un peu comme toi, j'ai aussi été président d'une asso à Montpellier Business School aussi. En fait, il y a énormément de similitudes dans notre parcours et c'est ça qui me fait un peu sourire à chaque fois, une sorte d'effet miroir entre pas mal de talents Tademi finalement. Mais je m'étais aussi dit ça, qu'il fallait vraiment se démarquer, sortir du lot. Et est-ce que tu penses que justement ça t'a permis de raconter une histoire différente lors de certains entretiens que tu as eus ? Parce que, juste petite parenthèse rapide, ce sur quoi on insiste beaucoup avec Tademi aussi dans le cadre du coaching, c'est le storytelling, savoir raconter son parcours, savoir se raconter ses objectifs. Ça, évidemment, quand tu as des choses différenciantes comme ça, à inclure dans le storytelling, c'est magnifique. Bien sûr, ouais, c'est ça en fait. À partir du moment où tu as ces éléments différents, le storytelling est beaucoup plus facile. Donc tu as beaucoup plus de choses à raconter, et même dans la forme et dans le fond, ça devient plus intriguant et donc tout de suite plus intéressant. Donc ouais, cette démarche dès le début était ok, comment aujourd'hui je peux me donner des cartes en main pour raconter la meilleure des histoires. Et pour les personnes qui nous écoutent, ça passe pas forcément le fait de se démarquer par avoir 2 bacs ou être président d'une asso. Ça peut passer aussi par des initiatives personnelles. Y a beaucoup de personnes qui passent par nous et qui nous disent ah oui, mais moi j'ai pas vraiment beaucoup d'expérience professionnelle, j'ai pas eu beaucoup de stages, j'ai pas fait beaucoup d'alternance, j'ai eu un parcours en continu. Ok, mais t'as vécu d'autres choses dans ta vie. Et si t'as pas encore vécu d'autres choses, va vivre d'autres choses. Va faire du bénévolat dans une asso, va t'engager, va monter un projet perso, monte un compte Instagram sur un sujet qui t'intéresse et parle-en. T'es fan d'astronomie, prends ton compte Insta, prends ton compte TikTok, fais les vidéos et raconte-le. Il y a plein de façons aujourd'hui, finalement, de se démarquer. Donc il y a plus trop d'excuses, finalement. Ouais, en fait, non, il y a pas d'excuses. En fait, tout dépend de toi. Déjà, comment tu veux te démarquer. T'es pas, comme tu l'as dit, t'es pas obligé d'avoir 2 bacs et de passer par une classe prépa, etc. Aujourd'hui, je travaille avec des gens qui n'ont même pas le bac,
tu vois. En fait, tout dépend comment toi tu racontes ton histoire. Et justement, pour revenir au poste de sales, un bon sales, c'est quelqu'un qui raconte de bonnes histoires, tu vois. Et donc, si tu sais te vendre, tu sais vendre... Qui raconte de bonnes histoires, qui répond aussi à un problème, et ça, on va en parler. Et c'est vrai que je l'ai même pas précisé dans l'intro, alors que je le fais souvent, mais il y avait tellement de choses à dire dans ton intro. Mais aujourd'hui, tu as tes sales, tes business développeurs, dans une entreprise qui s'appelle Workday. On va en parler tout à l'heure. Mais c'est vrai que du coup, voilà, tu as un parcours qui a été très influencé par l'idée de se démarquer. Et c'est aussi l'idée de te démarquer qui t'a amené à considérer un stage à l'étranger. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé ? Ouais, c'est ça. Donc, en fait, bon, mon premier stage, donc, c'est chez Total Énergie, donc en tant qu'acheteur. Et donc, les achats, ça me plaît, mais c'est pas un truc qui m'anime. Donc, je me dis, ok, pourquoi pas passer de l'autre côté vendeur. Et donc, avec le Covid, parce que c'était pendant la période du Covid, de base, je devais partir à Kaohsiung, à Taïwan. Donc je voulais un peu ouvrir mes chakras en Asie, tu vois. Et finalement, le Covid a fait que j'ai dû revoir toute l'architecture de mes plans. Et donc je dis, ok, je pars en césure, mais je veux partir à l'étranger. Et le seul pays qui était ouvert, c'était le Canada. Et Montréal, tu vois. Il y a des accords diplomatiques avec la France, ce qui fait que au Québec, tu peux plus facilement aller à Montréal. Donc tu as dû être à l'affût quand même pour avoir cette info. Et donc je pars, j'ai l'info qu'il y a Google 360, une filiale de Google qui vend des visites virtuelles, qui propose des stages de sales à Montréal. Et je postule directement pendant que je suis à mon stage chez Total. Et j'ai la bonne nouvelle que je suis pris. Et donc je fais j'ai la nouvelle en décembre 2019. En 2020, pardon. Et le 8 janvier 2021, je pars à Montréal. Et donc pour tenter ma première expérience dans la vente. 6 mois. 6 mois. Donc t'enchaînes, tu vas direct, tu te poses pas de questions, t'as même pas le temps de réfléchir, de te dire j'y vais pas. Tu fonces. Et là, tu kiffes. Je kiffe. Aussi bien l'environnement... bon, pas forcément anglo-saxon, t'étais à Montréal, donc t'étais plutôt côté Québec, donc voilà, mais déjà un pied dans le monde de la tech. C'est ça, déjà, ouais. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis ? Tu te dis, ok, il y a un truc à explorer. Clairement, en fait, je pars là-bas et je me dis, ok, déjà le métier de sales, c'est le truc que je veux faire, parce qu'en fait, tu te rends compte que tu vas parler avec différentes personnes. Donc, chaque approche est différente, c'est différentes problématiques, donc le métier change. Et le métier est encore plus changeant dans la tech, parce que tu vas vendre des produits qui seront différents à l'année N+1, N+2 et tout. Et donc, si t'es curieux, c'est une vraie aubaine, la tech. Et donc, dès que je suis au Canada, je me dis, ok, quand je rentre, je trouve une alternance dans le monde de la tech et en tant que sales. Ok. Et donc, c'est ce que t'as fini par faire. C'est ça. Justement, un des avantages, quand on en parlait un peu ensemble sur Montpellier Business School, c'est aussi l'alternance, la possibilité de pouvoir avoir un parcours très modulable. Une partie, moi je sais que j'avais adoré ça à Montpellier Business School, j'avais fait 1 année en continu, j'avais fait 1 année à l'étranger, j'étais parti au Mexique pendant 1 an, je suis revenu, j'ai fait 1 année de césure avec 2 stages, et finalement j'ai fini par 1 année d'alternance. Et je trouvais que c'était hyper complet. Donc toi aussi c'est un des points qui t'a plu. Tu vas nous parler un petit peu de l'alternance, peut-être aussi introduire la force de l'alternance, pourquoi pour toi ça a été clé aussi ? Ouais, en fait l'alternance c'est vraiment le concept de learning by doing, tu vois. Il y a du théorique, donc avec ta semaine de cours à Montpellier, et pendant 3 semaines t'es sur le terrain, t'apprends avec des sales. Donc moi j'étais chez Computa Center sur le marché public avec une équipe incroyable, manager Olivier Lecomte qui m'a appris beaucoup. Et donc pendant 3 semaines, chaque mois, je suis avec eux sur le terrain, j'apprends la vente, j'apprends le métier. Sur le marché public, c'est assez particulier, tu vois. Donc moi, je vendais du software ou du hardware, ou du moins je détectais les opportunités pour les établissements de santé, dans les établissements de santé. Et donc Computa Center, c'est un intégrateur. Et donc en fait, ça m'a permis une très très bonne introduction dans le monde de la tech, parce que vu que c'est un intégrateur, tu vois, j'avais un peu une vision 360 de l'informatique. Ça veut dire que j'avais touché à du software, à du hardware. Alors, juste petit aparté rapide, Jawad, Computa Center, donc un intégrateur, comme tu viens de nous le dire. Petite précision pour ceux qui nous écoutent. Dans le monde de la tech, donc tu as évoqué software, hardware. Donc software, c'est le monde des logiciels, hardware, plutôt du matériel informatique physique. Et ces éditeurs-là de logiciels, par exemple dans le soft, ils vont vendre des licences, ils vont vendre des logiciels et ils vont avoir besoin de partenaires intégrateurs qui vont justement
intégrer ces logiciels-là dans les entreprises qui achètent ces licences. Donc souvent, des entreprises comme Computa Center, elles ont des consultants qui sont experts sur différentes solutions et ils vont avoir pour mission d'aller mettre en place une solution chez un client, chez le client commun donc de l'intégrateur et de l'éditeur de logiciels. Exactement. Et c'est donc pour ça, comme tu le disais, que quand tu es dans ce type de structure, tu vois un peu tout type de technologie parce qu'il y a des intégrateurs qui sont spécialisés uniquement sur certaines technologies, sur Microsoft, sur Salesforce ou d'autres. Il y en a d'autres qui sont plutôt agnostiques de certaines technos, c'est le cas de Computa Center, et donc toi, ça t'a permis de voir plein de choses. Ouais, c'est ça. J'ai eu la chance de tomber dans une équipe marché public sur la santé qui avait gagné beaucoup de marchés. Et donc différents marchés, donc un marché software, un marché hardware, un marché virtualisation, et donc je vois en revue un peu tous les gros du monde de la tech, donc du software, VMware, Workday, justement Salesforce, etc. et tout. Dans la virtualisation, VMware encore, Nutanix, etc. et tout. Côté hardware, plus tout ce qui est base stockage avec du Dell, etc. Et donc, en fait, ça me permet vraiment, comme je l'ai dit, d'avoir une vision 360 et d'avoir la meilleure introduction à la tech, tu vois. Et donc, après ça, je me dis, ok, j'ai fait un choix, je vais aller dans le monde du software. Ouais, donc là, tu sais que tu vas aller dans le monde du soft. Et ce qui est intéressant avec toi, c'est que non seulement t'as déjà un pied dans la tech, t'es quelqu'un qui, à ce stade de ton parcours, est plutôt confiant. T'es quand même confiant de tes forces, de ta capacité à convaincre. T'as la jauge de confiance au max avec un concours en prépa que t'as gagné, président d'une asso autour de l'éloquence. Pas trop de difficultés à trouver tes stages et des alternances à l'étranger, dans la tech. Donc, tu as la confiance quand même au max. Tu as une certaine culture tech que tu commences à emmagasiner dans le cadre de ton expérience. Et tu décides quand même de t'intéresser à Tademy. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe ta rencontre avec Tademy ? Encore une fois, c'est la rencontre d'une personne. En fait, donc il y a l'Alumni Day à Montpellier Business School, donc qui consiste à rassembler tous les anciens élèves de l'école et donc les faire rencontrer avec les promos actuels. Et donc on devait s'inscrire à deux échanges. Donc moi je m'inscris dans un premier échange, un premier module qui est la vente dans les 5 prochaines années. Et après j'ai un deuxième module à choisir, je t'avoue que t'es pas inspiré. Je suis pas inspiré. Je vois la liste, il y a vraiment rien qui m'intéresse. Et là, il y a une prof qui s'appelle Emmanuelle Chaise. Donc, Emmanuelle Chaise, qu'on embrasse très fort. Qu'on salue, qui me dit, Javad, si tu sais, il y a un ancien alumni qui vient, qui s'appelle Sofiane, et qui va présenter le Graduate Programme. Et donc moi, je suis quelqu'un de curieux, je vais sur ton LinkedIn et tout, et je vois ta photo de couverture avec Tademy, comme ça, et tout, je vais regarder sur Tademy, je regarde c'est quoi Tademy, et encore une fois, mon cerveau, Eureka, il voit ce que c'est Tademy, et moi, ce qui m'avait marqué, c'est, je me rappelle, t'avais mis la photo de certains profils, et où ils ont fini après l'expérience Tademy. Et moi, vu que j'ai un peu cette vision de la tech, et que je connais les éditeurs, et les grands noms, tu vois, et que je sais à quel point, entre guillemets, ça peut être difficile de rentrer dans ce genre de boîte. Je me dis, attends, il y a un truc là. Et donc, je viens de parler. Et tu me dis, tu sais quoi, on se voit après au module et je m'inscris à ton module. Alors que le Graduate Programme, je connaissais même pas c'était quoi. Enfin, j'en avais déjà entendu parler. En plus de ça, en parallèle, Emmanuel et Robin faisaient des sessions avec d'anciens alumni pour nous présenter c'était quoi les Graduates, Dublin et tout. Mais donc après c'est ta rencontre qui a fait que je me suis encore plus intéressé à Tademy et donc c'est là qu'on s'est rencontrés. Ouais, et on embrasse aussi Robin que tu viens d'évoquer. Alors promis, on parle beaucoup de Montpellier Business School parce qu'évidemment c'est une école qui nous unit. Ce n'est pas un podcast sponsorisé par Montpellier Business School. Quoique, l'assaut des alumni, si vous voyez passer ça, n'hésitez pas si vous souhaitez sponsoriser les prochains épisodes. Blague à part, on se rencontre et effectivement, tu me contactes, tu candidates au coaching Tademy et on discute. Et là, toi, de prime abord... Tu me dis être un peu sceptique et globalement ce qui ressort de notre échange c'est en fait moi les entretiens je m'en sors bien et tout, je pourrais y arriver mais tu décides quand même de nous rejoindre. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qui t'a convaincu? Ouais, c'est vrai que je suis le genre de personne qui quand tu me donnes une idée, je suis très sceptique. Moi il me faut des faits.
Il me faut du concret. Il me faut des preuves, ouais, c'est ça. Il me faut des preuves. Et on avait des preuves. Tu m'as sorti un livre de plein de preuves comme ça, donc je t'ai cru après. Mais c'est vrai que j'étais très sceptique au départ. Parce que voilà, c'est vrai que ça vend du rêve, tu vois. Tu vois le truc, tu dis ok. Et en plus de ça, comme tu le dis, on a souvent cette prétention que dans les entretiens, on sait gérer les entretiens. Parce qu'on a un entretien en soi, c'est quoi? C'est des questions que la personne, là où le RH vont te poser. C'est ta vie, c'est tes expériences. Donc on a un peu cette prétention de je gère. Ouais. Mais en réalité, les entretiens, c'est vraiment c'est un exercice, c'est comme tout exercice, ça se travaille. Ouais, et c'est perfectible et tu peux faire beaucoup mieux. Tu peux faire beaucoup mieux. Et surtout là où tu as besoin, encore une fois, de te démarquer, vu que ça a été le fil conducteur de tout ton parcours, encore plus dans des entretiens hyper exigeants, dans des boîtes où il y a beaucoup de concurrence. Voilà, c'était assez pertinent pour toi de t'aider à travers le coaching à prendre du recul, c'est ça? C'est ça, ouais. Et dans un deuxième temps, le coaching, en fait, en parallèle, je crois que je l'ai jamais dit ça, mais il y avait le Head of Sales de Samsung, Corée, qui est donc un alumni également d'MBS, qui vient et qui a quand même 30 ans de carrière dans les pattes, tu vois, et qui nous fait comprendre que même lui, à son âge, il fait du coaching, tu vois. Il nous dit qu'il fait du coaching et moi je suis là, je l'écoute, je dis mais je suis qui aujourd'hui pour ne pas faire du coaching si ce mec là qui est Head of Sales Samsung fait du coaching. C'est un peu les planètes qui s'alignent. Ouais, en plus toi t'entends parler de ça par quelqu'un d'autre et je veux qu'on prenne 2 petites minutes pour parler de ça sur l'anecdote que tu viens de raconter. Il y a beaucoup de personnes beaucoup, je sais pas, mais quelques personnes qui perçoivent le coaching comme étant quelque chose de pas forcément positif ou valorisant pour elles. Pour ces personnes-là, on a des personnes qui passent par Tademy et qui ne veulent pas forcément témoigner ou assumer qu'elles sont passées par Tademy, qu'elles ont eu recours à du coaching. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces personnes-là? Honnêtement, je pense que le plus important, parce que tout à l'heure tu disais que j'ai confiance en moi, etc. et tout, mais le plus important, en réalité, le plus gros point fort que j'ai, c'est que je suis conscient que j'ai beaucoup de faiblesses. Tu vois. Aujourd'hui, quand je travaille avec des account exécutifs, je suis conscient de l'écart de niveau qu'il y a entre eux et moi. Et en fait, quand tu es conscient que forcément tu as des points faibles et tout, ta vision du coaching change. Parce qu'en fait, tu vois ça juste comme un levier de progression. Et donc, il faut toujours se dire qu'il y a toujours meilleur que toi. Donc il y a toujours quelqu'un qui est au-dessus. Même quand t'es le meilleur des business développeurs, il y a quelqu'un qui, dans une autre boîte ou un account exécutif qui est meilleur que toi. Et donc toujours être dans cette optique de se dire, ok, le coaching c'est juste un levier de progression pour moi. C'est juste un truc qui va me permettre de progresser. Et aujourd'hui, c'est la première fois que j'ai eu recours à du coaching et ça m'a aidé sur plein de choses. Et pas que forcément les entretiens, tu vois. Ne serait-ce que l'introspection, connaître mes points forts, mes faiblesses et tout. Franchement, ça m'a beaucoup aidé. Justement, on va en parler. C'est vrai que du coup, tout ça demande beaucoup d'humilité et de prise de recul, d'être capable d'accepter qu'on peut s'améliorer. Et moi, c'est quelque chose que j'ai appris très tôt aussi en entrant justement dans la tech, l'importance d'être mentoré, l'importance d'être coaché, l'importance de s'inspirer de personnes qui sont passées par là où tu souhaites aller pour t'aider à avoir cette vision, à savoir ce qu'il faut faire. Donc c'est top que tu aies pu justement ouvrir ton esprit et te diriger vers ça. Donc tu nous fais confiance, tu te lances et là tu es matché avec une coach qui est sales chez Google. Fanny Bréau, à qui on fait une grande bise aussi. Et là, je crois savoir que ça se passe plutôt bien avec Fanny. Ouais, avec Fanny, ça match directement. En plus, on a un peu les mêmes centres d'intérêt, football, manga. Et en plus de ça, humainement, Fanny, c'est une personne en or, tu vois. On s'entend très très bien. Et donc, j'ai le souvenir que des fois, on fait du coaching et que à 22h, il y a un match du PSG, je la charrie un peu parce que c'est une grosse fan du PSG. Et Dieu sait qu'ils n'ont pas eu une saison facile l'année dernière. Ne parlons pas des sujets qui fâchent. Restons, Et donc, premier appel avec Fanny, en fait, tu vois, un peu cette prétention que t'es bon durant les entretiens, elle te fait tout de suite comprendre qu'en fait, t'es pas prêt, tu vois, pour ce genre d'entretien. Notamment dans les entretiens pour les entreprises de la tech, tu vois. Et finalement, avec du recul, tu te rends compte même que le niveau d'attente est au-delà de ce que tu attendais, tu vois. Et donc, dès le premier appel, elle te fait comprendre que il y a justement un gap entre les attentes des RH et ton niveau actuel. Ouais. Et donc, tout doucement, 1, 2, 3, 4, 5 appels, tu vois, tu progresses.
Et en plus, ce qui est bien, c'est vraiment ce côté humain, tu vois. C'est une personne qui va s'adapter à toi. Ouais. Et puis il y a beaucoup de proximité aussi dans le coaching academy. C'est un peu la particularité de ce qu'on propose aussi. C'est ça que j'ai aimé. C'est vraiment cette proximité où même, tu vois, Fanny, elle savait que moi j'aimais beaucoup les anaphores. Et donc il y a beaucoup de principes qu'elle m'a appris avec des anaphores, mais tirés par les cheveux. Mais finalement, c'est des trucs que j'ai retenus. Parce qu'elle savait que moi j'aimais bien la vulgarisation des propos. Et donc des fois, elle a adapté son discours pour me faire comprendre un truc que je comprenais pas par la théorie pure. Et donc ça, cette proximité, cette adaptation, et également aussi ce truc, tu vois, qui fait que t'es avec une personne avec qui t'as un bon feeling, ça te permet de lier l'utile à l'agréable. Et quand tu lis l'utile à l'agréable dans quelque chose, ça y est, t'es une machine. Et je suis trop content d'entendre ça, et on l'avait un petit peu évoqué, mais c'est vrai que le matching entre le talent et le coach, c'est une des étapes les plus importantes de ce qu'on fait avec Tademy, et c'est mon rôle et celui de mon équipe de déterminer en fonction du besoin du talent, de la personnalité du talent, quel va être le coach le plus adapté pour ce talent-là. Et là, c'est vrai que quand on avait échangé, que tu m'en as dit un petit peu plus sur tes passions, j'ai pensé directement à Fanny, sur le côté manga, etc. Je savais que vous alliez vous retrouver, et c'est trop cool que ça ait aidé. T'as progressé sur l'aspect professionnel, on va en parler, mais aussi sur l'aspect personnel, où tu me disais que ça t'a aidé à mieux te connaître, ça t'a aidé dans l'introspection. Est-ce que tu peux revenir sur ce que t'as apporté le coaching Tademy, justement sur ces deux aspects-là, perso et pro? Ouais, déjà sur le côté personnel, j'ai pu, on va dire, régler certaines... déjà, ma présentation personnelle, elle était mauvaise. Au début, j'étais plus... dans un entretien, je pensais qu'il fallait tout dire dès le début. Tu vois, et en fait, quand on m'a fait comprendre que finalement tu pouvais avoir l'incendant sur un entretien, justement en disant un peu des buzzwords, tu vois, en faisant un peu de teasing. Exactement, tu vois. Moi, avant, les entretiens, c'était plus je dois me vendre, je dois tout dire d'un coup et je dois tout dévoiler. Tu vois. Et le truc, déjà, sur ce côté-là, j'avais totalement tort. Alors que si tu vas justement sur cette optique plutôt teasing, en fait, tu forces le recruteur à aborder ces sujets-là dont tu veux parler, toi, tu vois. Ça, on en parle dans notre guide Le Passeport vers la Tech, où justement on a appelé ça l'art de mener l'entretien. Exactement. Et c'est vraiment une partie du guide qu'on a consacré à ce point-là précisément. Et donc que tous nos coachs inculquent aussi à nos talents lors du coaching. Donc ça, effectivement, ok, ça a été un game changer pour toi. Ça a renforcé ta compétence sur les entretiens. Ça a été aussi un peu une leçon d'orgueil, où tu te disais moi de toute façon j'ai pas besoin de m'entraîner, j'ai pas besoin de mieux me connaître. Là en fait tu t'es rendu compte que c'était pas le cas. Ah non, mais bien sûr, ouais, je me suis rendu compte que finalement j'avais pas forcément le niveau, tu vois, et donc ouais, ça a beaucoup changé sur le côté personnel. Et maintenant sur le côté professionnel, en réalité quand t'échanges pendant 3 mois avec une sales chez Google, t'apprends le métier de sales, tu vois. T'apprends les bases. Et en fait, t'apprends les attentes des boîtes, de ces boîtes-là. Donc, en fait, quand t'arrives dans la boîte, en réalité, toutes les attentes que t'as cochées, tu les as entre guillemets déjà, tu vois. Et donc, en fait, finalement, t'as déjà une vitesse de croisière plutôt cool. Et donc, tu arrives facilement à naviguer dans cet environnement quand tu arrives dans ce type de boîte. Là, tu vas nous donner un exemple très concret qui illustre ce que tu dis par rapport à ton expérience. Mais c'est vrai que ce qu'on constate avec la majorité des talents Tademy qu'on accompagne, c'est que le coaching, c'est pas juste la finalité de trouver un job et de signer un contrat. C'est plus que ça. C'est aussi de te préparer pour ce job-là et pour un peu la suite de ta carrière sur le moyen terme, d'avoir cette vision. Et donc, souvent, les talents qui passent par nous, ils nous disent tous être très performants dans les premiers mois, même dans les mois qui suivent leur expérience. Ça a été ton cas, c'est ton cas. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se matérialise? Ouais, pour imaginer ça, donc j'arrive chez Workday. Donc après 3 mois de coaching Tademy, j'ai l'offre de Workday à Dublin. Et là, pour mes premiers quarters, donc mes 2 premiers quarters, je fais un démarrage d'enfer où je fais 232% pour le premier quarter. Et là, sur mon deuxième quarter, je suis à 180%. Et il reste encore 1 mois. Donc un très très bon démarrage. Donc ça qui est dû au fait que déjà j'ai fait 2 ans d'alternance. Donc tu vois, j'avais déjà 2 ans d'expérience avant cela. En plus de ça, en parallèle, le master à MBS avec la spécialisation IT.
le nouveau master qui, ça, nous a beaucoup aidé, nous, en tant qu'élèves d'MBS, où tu voyais justement des gens qui venaient de Dublin et qui expliquaient pourquoi Dublin, pourquoi les entreprises de la tech, etc. Ouais. Et la cerise sur le gâteau, Tademy, tu vois. Parce que Tademy, en fait, ça va te, comme je t'ai dit, ça va te permettre d'acquérir toutes les attentes que veulent ces boîtes-là, d'apprendre des notions que tu connaissais pas forcément, ou du moins que tu avais vu en cours, par exemple le BANT, tu vois. Tous ces trucs-là, et donc connaître les réponses que ces entreprises attendent. Et donc en fait, quand tu as ce mélange, tu arrives dans l'entreprise et t'es directement prêt. Et en plus de ça, comme je t'ai dit, t'échanges 3 mois avec des sales de chez Google, par exemple avec Fanny, t'apprends le métier, tu vois. Donc c'était le meilleur point d'intro pour moi. Bon bah ça c'est top, et puis y a l'aspect aussi réseau qui a été hyper important, puisque à travers Tademy t'as pu te faire coopter dans les différentes boîtes que tu as visées. Ça a été le cas chez Workday. D'ailleurs on salue très fort Melchior qui t'a coopté chez Workday et qui t'a donné aussi des conseils sur l'entreprise en plus de Fanny, ta coach. Donc objectif atteint en 3 mois. On va parler du salaire un peu plus tard, mais tu nous expliques le fait que justement tu fasses au-dessus de tes objectifs, 230, 180%, effectivement, ça a un impact concret sur le salaire. On en reparlera, mais d'abord Dublin, puisque toi, le Capellois, qui finit finalement par passer par Montpellier, par Montréal et maintenant Dublin. Quand est-ce que tu as envisagé Dublin pour ton début de carrière ? C'est à quel moment que ça s'est fait ? En fait, Dublin, je l'ai jamais envisagé, Dublin. Clairement, sur le papier, Dublin, on va pas se mentir, c'est pas sexy. Ouais. Et donc, j'ai une première introduction à Dublin avec, donc, comme je t'ai dit, le master qui ramène d'anciens alumni qui viennent de Dublin. Et donc, qui nous présente vraiment Dublin comme la Silicon Valley européenne. Donc, ça m'intrigue un peu. Et en plus de ça, encore une fois, je te rencontre. Et donc, toi, tu pousses le truc et je me dis ok, pourquoi pas Dublin. J'étais chez Computa Center, j'étais très très bien chez Computa Center, mais j'ai quand même cette envie d'aller ouvrir mes chakras à l'étranger. Et donc il y a Dublin qui se présente à moi, et donc je vois vraiment Dublin comme the place to be, où faut que j'aille pour être formé en tant que sales, tu vois, avec un but bien sûr qui est de revenir en France. Et donc j'entends parler de Dublin. Après on a l'appel, toi et moi, d'une heure, tu vois, où tu me teases un peu Dublin et tout, et finalement je me rends compte que tout le monde a le même avis sur Dublin, c'est fonce à Dublin. Donc je me dis ok, je tente de postuler dans les boîtes à Dublin. Encore une fois, du coup, tu décides de nous faire confiance, et arrivé à Dublin, là ça fait quelques mois que tu y es maintenant. Est-ce que tu penses toujours que c'est the place to be ? Et qu'est-ce que tu y trouves de positif ? Tu m'avais donné quelques anecdotes, quelques exemples sympas. Est-ce que tu peux nous raconter ? C'est vraiment l'endroit où il faut être, ou du moins un des endroits où il faut être en tant que sales dans l'IT. Donc déjà d'une part, c'est un endroit qui rassemble beaucoup de boîtes tech, de par le fait que c'est un paradis fiscal pour ces boîtes-là. Donc toutes les grosses boîtes de la tech, Google, Workday, Salesforce, HubSpot, LinkedIn sont là-bas. Donc indirectement, ou même directement, tu vas devenir pote avec des personnes qui travaillent dans ces boîtes-là. Donc ça veut dire que le vendredi, le samedi ou même dans la journée, tu vas sortir avec des amis qui travaillent chez Google, HubSpot, LinkedIn et tout. Donc tu vas te créer un réseau, et naturellement en plus, avec des amis. Dans un second temps, la richesse culturelle. Moi, je travaille aujourd'hui avec des personnes sur le plateau qui viennent de différentes régions du monde. Donc South, Espagne, Nordiques, etc. Et tout. Et donc cette richesse culturelle, c'est vraiment important. Tu vois, j'ai une anecdote où tu vas voir en fait comment l'approche est différente selon les régions. J'ai un très bon ami à moi qui lui vient de Suède. Tu vois, et donc des fois je travaillais à côté de lui et tout, et je me fous de lui, je dis mais tu fais pas beaucoup d'appels toi et tout. Il me dit non, mais il me dit c'est normal, il dit en fait nous chez les Nordiques c'est très mal vu d'appeler un prospect à 16h. Genre, si t'appelles un Suédois par exemple à 16h, t'es sûr qu'il va te raccrocher. Il est à Ikea en général. Ouais, c'est ça. Et donc en fait c'est ça, à 16h le mec va forcément te raccrocher au nez. Donc en fait lui son approche elle est différente. Lui il va privilégier les mails. Donc le mailing, etc. Et tout, ou le contact sur LinkedIn. Et donc en fait, quand tu regardes la gueule de ces mails, tu te dis ah ouais ok, c'est très sharp, c'est très qualitatif, et donc t'apprends de lui. Donc c'est une source d'inspiration pour améliorer aussi tes techniques de mail. Alors que moi, tu vois, je suis plus quelqu'un qui va privilégier l'appel.
Et donc lui va apprendre de moi de par les appels. Aujourd'hui, Jawed, comment t'intrigues en appel, comment tu fais, etc. et tout, tu vois. Ouais, donc Et donc en fait, c'est vraiment... il y a un apprentissage mutuel des uns des autres sur la partie pro. Ouais. Et aussi sur la partie perso puisqu'on apprend des cultures des uns des autres, ça c'est hyper enrichissant. C'est un peu, on le dit souvent quand on parle de Dublin, mais un peu un Erasmus plus dans des conditions, dans un certain confort dans lequel on est. Mais tout n'est pas si rose à Dublin. Effectivement, il y a plein de choses intéressantes. On pourrait y consacrer beaucoup plus de temps, mais on aura un épisode de Tademi Talks que je vous tease un peu avec Nicolas Jacques, où on parle un peu plus de Dublin. Nicolas, qui est coach Tademi aussi, avec qui on était à Dublin quelques années. Donc on aura l'occasion de revenir un peu plus là-dessus, mais justement, tout n'est pas rose. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les points un peu plus négatifs de Dublin ? C'est pas Dunkerque. Déjà, non, plus sérieusement, le gros point négatif que je vois à Dublin, et je te dirais même que c'est le seul, c'est le prix des loyers. Ouais. Là-bas, le loyer est très cher. Et l'accès au logement aussi. Et l'accès au logement, moi j'ai eu de la chance. J'avais mis une publication sur Facebook et un mec m'avait contacté sur Messenger. Donc j'ai vraiment eu de la chance. Mais je sais que pour mes collègues, mes amis et tout, ça n'a pas été aussi facile. Peut-être qu'ils avaient vu sur Facebook que tu avais fait 2 bacs. Et que ça t'a démarqué. Ouais, peut-être. Mais pour le coup, je l'avais pas mis. Mais là, j'ai vraiment eu de la chance. Et après, le prix aussi, pour une colocation... Donc je paye 1400 €. Donc voilà, ça c'est le gros point faible. Ouais. Après, comme je t'ai dit, et comme tu le sais, niveau salaire, t'as beaucoup plus de grosses opportunités à Dublin, ce qui fait qu'en réalité, au prorata, le loyer est pas forcément si conséquent. Oui, c'est cohérent. Bah justement, les salaires, parlons-en. Donc toi, t'as débuté sur un job de business developer. Ouais. En quelques mots, tu nous diras juste après en quoi ça consiste. Mais à quel type de salaire on peut s'attendre en début de carrière à Dublin sur ce type de job ? Ben, avec mes lunettes, tu peux être quasi sûr que si tu travailles, tu peux gagner 2 fois plus qu'en France pour un premier CDI si tu fais 100% de ta target. Comme je t'ai dit, tu peux exploser ta target. Tu peux aller au-delà de 100%. Surtout si t'as fait Tademi. Surtout si t'as fait Tademi. Et en plus de cela, c'est déplafonné, tu vois. Après, moi, je tiens à préciser quand même que c'est à nuancer pour ma part, parce que là, je fais un démarrage d'enfer, mais j'ai la chance aujourd'hui d'être sur un très bon périmètre chez Workday. Après, je travaille pour, mais j'ai eu la chance d'être sur un très bon périmètre. Mais en général, tu fais tes 100% de target quand tu es dans une entreprise de la tech. Ouais, ça dépend des entreprises. C'est vrai que ça dépend également des entreprises. Ça dépend de paramètres. Mais c'est vrai que le métier de sales, on en a parlé dans d'autres épisodes de Tademi Talks, le variable, il va vraiment dépendre aussi du territoire sur lequel tu es, du type de compte sur lequel tu travailles, le type de solution que tu commercialises. Et nous aussi, notre rôle chez Tademi, c'est de t'aider à faire les bons choix, de t'aider à choisir les bonnes entreprises avec les bons produits, de t'aider à te retrouver sur les bons marchés également. Et donc voilà, on va parler un petit peu de Workday justement parce que on le nomme beaucoup, mais on n'a pas encore expliqué ce que c'était. Mais juste avant, pour clore cette partie sur les salaires, toi, c'est ton premier job en CDI après avoir été diplômé. Est-ce que tu pensais que c'était possible de gagner ce que tu gagnes ? Non, franchement non. Ouais. Même après 5-10 ans de carrière, je ne m'imaginais pas gagner ce genre de salaire. Après, comme je t'ai dit, j'ai vraiment fait un très bon démarrage et j'ai eu beaucoup de chance. Oui, mais ça, tu parles beaucoup de la chance, mais Jawed, c'est pas qu'une question de chance. Oui, c'est aussi une question de provoquer. La chance, elle se provoque, tu le sais, et c'est aussi une question de ça. Mais c'est vrai que voilà, dans ton cas, ce qui est marrant, je reviens à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'était que par rapport à Tademi, t'étais assez sceptique et finalement avec le recul, est-ce que tu dirais que le retour sur investissement est au rendez-vous ? Ah ouais, non, clairement, je le dis, c'est le meilleur investissement que j'ai fait. J'ai dû vendre ma Clio 3, je t'avais dit, pour ça. Et finalement, je regrette pas de l'avoir vendu, tu vois. Mais, écoute, et maintenant tu peux te racheter une Mercedes. Ah ouais. Voilà, c'est bon. Mais on n'est pas du tout matérialiste chez Tademi. Ne vendez pas de Clio 3 pour faire Tademi. C'est réservé uniquement à des professionnels. Ne faites pas ça chez vous. Donc ouais, mais Workday, du coup,
Ça fait quelques mois que t'es dans cette boîte. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait? Ouais, bah Workday, c'est une entreprise qui vend un logiciel RH et finance, donc qui va aider les ressources humaines donc, d'une entreprise à gérer donc, les absences, les salaires, les paies, ou également le parti finance sur les coûts. Et donc toi, c'est business developer pour Workday. En quoi ça consiste? Business developer pour Workday, je t'ai dit que j'aimais bien les anaphores. Ça consiste à être un milieu de terrain et faire des passes décisives pour le account exécutif. En gros, je dois détecter les opportunités et les donner à mon account exécutif et après c'est à lui de marquer le but. Ok, donc et donc faire du closing. Finalement, tu as atteint ton objectif d'être numéro 10. Ouais, c'est le numéro 10. Après, le but c'est d'être numéro 9. Ouais, c'est ça le truc. C'est ça le truc. T'as vu, je connais un peu le foot quand même. On dirait pas comme ça, vu ma dégaine et mon physique. Mais le but, c'est d'être numéro 9. Et pour être un bon numéro 9, c'est déjà, en tant que numéro 10, avoir la conception d'un numéro 9, tu vois. Parce qu'en fait, le truc qui va différencier un bon BDR et un très bon BDR, c'est le BDR qui va aller au-delà de la passe décisive, tu vois. Il va essayer de mettre entre les meilleures conditions, la meilleure passe possible, c'est-à-dire ça passe par la meilleure qualification possible, la compréhension de la problématique, et essayer de poser la balle sur son... Il aura juste à... Tu vois, après, bien évidemment, on arrive au début du processus. C'est-à-dire que le account exécutif a encore beaucoup à faire avant de faire du closing, tu vois. Ouais. Mais pour évoluer... Parce que mon but, c'est pas de rester BDR. Justement, c'est quoi ton but, justement? C'est quoi tes perspectives? Tu te projettes dans cette entreprise, tu t'y sens bien, je crois. Ouais, très bien. Comment tu vois la suite? Non, franchement, je me sens très très bien chez Workday, avec une équipe incroyable, avec de très bons managers. Donc, et notamment un très bon manager, Kevin Bouvet. C'est vrai qu'on a des super échos côté Tademi sur le management Workday. C'est un éditeur qui vend des logiciels RH. Donc si déjà les ressources humaines ont du mal en interne, donc c'est qu'il y a quelque chose parfois les cordonniers sont les plus mal chaussés aussi. Mais là pour le coup c'est pas le cas, et donc franchement je suis très bien loti et entouré d'une très bonne équipe, d'un manager qui fait tout pour mettre en avant le travail que tu fais et tout, et donc franchement ça nous permet d'être dans les meilleures conditions pour évoluer, tu vois. Okay. Et en plus de ça, je me projette, parce que moi mon but c'est de devenir account executive. Et donc le truc, c'est encore une fois d'être conscient qu'il y a toujours meilleur que moi, apprendre des meilleurs sales, et donc j'ai la chance de travailler avec de très très bons sales, et genre à chaque fois que je les écoute en négociation, ou même que eux me donnent des conseils et tout, j'écoute, parce que le but c'est de devenir comme eux, tu vois, à l'avenir. Et donc me projeter d'ici quelques années en tant que KI chez Workday. Nous, en tout cas, chez Tademi, et moi, à titre perso, on n'a aucun doute quant au fait que tu y arriveras, et on croit en toi très fort. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut bosser dans la tech, qui veut rejoindre ce secteur? Honnêtement, soyez curieux. Vraiment, je pense que la curiosité, c'est l'un des points forts les plus importants. Parce qu'en fait, quand tu es curieux, déjà ne serait-ce que dans le savoir, tu vas accumuler plein de connaissances. En plus, dans la tech, c'est un monde changeant. Et quelqu'un qui est curieux, c'est vraiment une aubaine pour lui. Donc, tu vas apprendre beaucoup. Donc, des connaissances, mais aussi soyez curieux avec les personnes que vous côtoyez. Ouais. Tu vois, apprendre, par exemple, le simple fait que mon collègue de Suède, je lui ai demandé pourquoi t'appelles pas, fais voir tes mails et tout. C'est de la curiosité en soi. Et il y a des personnes qui vont pas forcément se dire... qui vont pas s'intéresser. Ils vont pas s'intéresser. Le mec est pas de ma nationalité, il parle anglais, tu vois. Tu vois, moi, mon anglais, en plus, j'ai un anglais qui est bon, mais qui est pas forcément incroyable, tu vois. Il y a beaucoup de personnes pour qui ça va être un frein. Tu vois, mais moi, ma curiosité est telle que m'en fous de mon anglais. J'ai envie de savoir ce que tu fais, comment tu fais tes mails et tout, tu vois. Donc, soyez curieux, intéressez-vous à ce milieu-là, allez contacter des personnes. Il y a pas mal de choses qui se font sur Internet, sur TikTok, sur différentes plateformes. Il y a du contenu à ce sujet, au sujet de la tech. Allez emmagasiner un maximum d'infos. Allez échanger avec des personnes comme Jawad, par exemple. Je pense que les personnes peuvent te contacter si jamais ils ont des questions. Volontiers, honnêtement, au contraire. N'hésitez pas à me contacter, et on peut s'appeler 20, 30, 40 minutes, je peux vous parler de mon expérience, rentrer en plus en détail, parce que là c'est vrai qu'on peut pas tout recouvrir malheureusement, mais n'hésitez pas à me contacter. On peut pas tout dire, mais évidemment, en tout cas, ça a été un immense plaisir de t'avoir au sein de ce podcast, Jawad. Moi je te l'ai dit, moi je suis hyper ravi
que tu nous aies fait confiance pour rejoindre cette aventure. Hyper ravi aussi de l'issue qu'a pris ton coaching, fier de où est-ce que tu en es aujourd'hui, représenter fièrement les couleurs de Tademi, de MBS, de Dunkerque, de Capelle-la-Grande, du Maroc, de partout, d'où tu as une attache. Et en tout cas, voilà, on va suivre ça avec grande attention. J'ai aussi l'immense privilège, comme je l'ai dit en introduction de ce podcast, de pouvoir compter sur toi à l'avenir pour justement nous aider à avancer vers cette mission de démocratiser l'écart dans la tech, de rendre ce secteur plus inclusif, plus divers. Et donc je te remercie infiniment pour ça. Je vais te laisser le mot de la fin, Jawad, pour conclure cet épisode de Tademi Talks. Qu'est-ce que tu as envie de dire ? Tu es complètement libre de dire absolument tout ce que tu veux. Pas trop de dédicaces, parce que t'as fait que des dédicaces, t'as donné que des noms dans ce podcast. Voilà. Alors il y a Mohamed, il y a Lucas, le pote, il y a le manager. Vous êtes tous là, il vous a placé. Hein. On dirait que c'était... tu passes pas sur Skyrock dans Radio Libre de Diffoul, Jawad. Merde, alors j'ai oublié la dédicace, j'avais une liste de dédicaces. Non, je m'excuse. T'es libre, tu dis absolument ce que tu veux. C'est le mot de la fin. Déjà, je tenais à te remercier. D'une part de me donner l'opportunité de m'exprimer comme ça sur Tademi Talks. Donc merci beaucoup pour ça. Merci également pour l'opportunité de m'avoir donné toutes les infos par rapport à Tademi, ce coaching et tout. Et je pense que réellement c'est quelque chose qui a changé, on va dire, mon train de vie, ma carrière professionnelle. Et donc voilà, merci encore. Et aussi un dernier mot que je peux dire aux personnes qui nous écoutent, n'ayez pas peur de l'échec. Faut se planter pour pousser. Mon père aimait dire ça. Et comme Nelson Mandela disait, l'échec est un diplôme. Donc au pire, tentez. Et si ça marche pas, vous apprendrez des choses. Donc voilà. Et sur ce magnifique mot de la fin, merci encore Jawad, je suis vraiment hyper content qu'on ait pu faire cet échange. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Tademi Talks. Si vous avez la moindre question, vous savez que vous pouvez nous contacter sur nos différents réseaux, me contacter Jawad ou toute autre personne en lien avec Tademi. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à nous suivre, à laisser un commentaire, ça nous aide énormément. Merci à tous pour votre soutien et votre attention et à la prochaine. Salut!